Alors, il n'y a pas véritablement de prise en compte dans les débuts de l'ère spatiale d'initiatives privées qui seraient parallèles à des initiatives gouvernementales. Donc en fait, il existe un seul grand traité international, c'est le traité de l'espace de 1967, et il s'adresse uniquement aux États. Si bien qu'aujourd'hui, quand il y a de l'activité privée, comme on le voit aux États-Unis, de toute façon, cette activité privée, elle a été voulue et soutenue initialement par des décisions gouvernementales, et donc c'est l'État américain qui autorise les acteurs privés américains à utiliser l'espace sous sa responsabilité. Je veux dire qu'en cas d'accident, puisque entre autres le traité de 67 promulgue et les traités ultérieurs sur la responsabilité promeuvent cette part des États dans le règlement des conflits éventuels. S'il y avait des incidents avec des satellites privés, eh bien ce serait l'État américain qui le prendrait en charge. Et après, vous avez des mécanismes internes qui font que entre l'État et les sociétés privées, il peut y avoir des accords particuliers. Mais sinon, il faut bien voir qu'aujourd'hui, la réglementation spatiale au sens large, elle concerne essentiellement les puissances étatiques. Alors, ça c'est une question difficile parce que selon que vous êtes ou non favorable au vol habité et à l'idée que l'homme pourrait un jour aller vivre en dehors de la Terre, alors que ce soit des petites colonies à imaginer sur le modèle des bases dans l'Arctique ou l'Antarctique, ou que ce soit d'une manière un petit peu plus développée, on va dire, pour tous ces aspects-là, ben, vous avez besoin d'apprendre en quelque sorte à vivre dans l'espace. Et évidemment, si vous pouvez vivre sur un lieu fixe comme la Lune, bon, peut-être beaucoup plus tard sur Mars, c'est beaucoup plus pratique en quelque sorte, puisque vous n'êtes pas permanence en orbite, voire créer de la microgravité, etc., etc. Donc, si vous pensez qu'effectivement l'avenir de l'homme et de la femme, l'avenir de l'humanité est dans l'espace, eh bien, il faut juste expérimenter. Il faut apprendre à voir comment ça fonctionne, quelles sont les solutions technologiques, et ensuite, quelle est la manière dont le corps humain s'adapte à ces conditions-là. Et pour ça, eh bien, la Lune est l'endroit le plus proche de la Terre où vous puissiez faire ce genre d'expérience, si bien que l'intérêt pratique ou l'intérêt scientifique de ces vols, ben, c'est juste d'apprendre à être capable éventuellement de développer ce type d'activité humaine. C'est toujours la question dans l'espace. Est-ce que vous avez un lanceur pour des raisons, je dirais, d'indépendance et d'autonomie? Est-ce que vous avez un lanceur pour des prouesses technologiques? Est-ce que vous avez un lanceur pour une politique commerciale? Donc, quand on dit qu'Ariane est dépassée, on pense soit au prix du kilo en orbite, soit éventuellement au type de technologie, et c'est vrai que la prochaine Ariane ne sera pas réutilisable directement, mais les générations ensuite le seront au moins partiellement. Je ne pense pas que la notion de dépasser soit vraiment une bonne notion pour penser politique des lanceurs. Il est vrai que la difficulté d'Ariane sera désormais de capter un marché commercial suffisant parce que nous, Européens, avons un petit peu le mécanisme de la double peine, c'est-à-dire que si on nous compare aux États-Unis ou même à la Chine, nous n'avons pas des besoins de marché intérieur et des subsides gouvernementaux à la même hauteur. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez des besoins en infrastructure spatiale comme en Chine, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure terrestre. En Europe, on a des infrastructures terrestres. Vous prenez, comme aux États-Unis, le Pentagone qui a des besoins de lancement récurrents et des grands programmes d'exploration, eh bien, vous allez avoir des contrats qui seront passés aux sociétés privées. L'Europe n'a pas l'équivalent en termes de mécanisme. L'Union européenne ne finance pas des dizaines de vols à l'année. Donc, la vraie question, et ça revient à la deuxième partie de votre interrogation, la vraie question finalement, c'est qu'est-ce que l'Europe veut faire dans l'espace et comment elle se donne les moyens de rester une grande puissance spatiale. Et on a vu des initiatives, donc actuellement Thierry Breton à l'Union européenne essaie de promouvoir une idée du spatial et du numérique et du digital qui seraient fortement associés. C'est une option, mais peut-être que là encore l'Europe va se heurter à une autre de ses faiblesses, c'est de ne pas avoir ces grands géants du numérique que sont les géants américains ou
les futurs géants chinois. Donc en gros, je dirais que l'Europe, elle va devoir se trouver une position de niche. Peut-être qu'une de ses forces, c'est quand même d'avoir un spatial qui a toujours vécu sur la coopération, d'abord la coopération interne entre pays européens, et puis ensuite des coopérations très larges avec tous les pays qui sont partenaires. Donc peut-être que l'Europe peut être une grande puissance spatiale, préserver son autonomie et son indépendance parce que c'est absolument indispensable dans le monde d'aujourd'hui et de demain, et puis servir peut-être d'alternative ou proposer d'autres formes de coopération que les États-Unis ne pourront pas systématiquement promouvoir pour des raisons géopolitiques. Et je pense en particulier à des coopérations avec la Chine ou avec d'autres pays.